Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Prep Dots podcast. Ici, on parle training, nutrition, bodybuilding, entrepreneuriat, tout ce qui pourrait toucher de près ou de loin à votre développement personnel. Je m'appelle Louis, vous me connaissez sûrement sous le nom de The Prep Dad. J'ai un master en sciences et je serai votre hôte durant tout ce podcast assez spécial aujourd'hui qui change un petit peu des sujets habituels car on va parler productivité et on va tenter de comprendre comment être productif et comment vous pourriez être plus productif. Et si je décide de parler de ça, c'est parce que je sais qu'il y a un grand nombre d'entre vous qui m'écoutent, qui travaillent pour vous-même, qui êtes entrepreneurs ou qui souhaitent développer, par exemple, leur coaching à côté. Et une des compétences essentielles, c'est d'être productif. Car être productif, en réalité, c'est une compétence. Et dans un monde où l'efficacité est valorisée, tant dans la sphère professionnelle que personnelle, la productivité, c'est une compétence essentielle. Être productif, et j'aimerais te donner plus ou moins une définition, mais ça ne signifie pas simplement accomplir un maximum de tâches en un minimum de temps. Non, c'est atteindre ses objectifs de manière efficace, tout en préservant son énergie et son bien-être. C'est comme ça, encore une fois, qu'on peut durer dans le temps. Le but, c'est pas d'en faire le plus possible. Le but, c'est d'en faire autant qu'il le faut, de la meilleure des manières. Et encore une fois, ce que je vais tenter d'évoquer ici, ce sont les méthodes pour être plus productif, comprendre les fondements de la productivité finalement, les techniques du coup qui fonctionnent potentiellement réellement, également comment améliorer sa concentration sur des tâches importantes, car ça, je pense que c'est essentiel. Je vais également vous parler de mes outils pour être productif et les livres que je recommande. Et d'ailleurs, je ferai peut-être un podcast complet sur tous les livres que j'ai lus depuis le début de l'année pour vous faire ma recommandation, ou je ferai du moins une vidéo YouTube. Alors, développement personnel, productivité. Mais là, je vais uniquement vous parler des livres qui peuvent être utiles lorsqu'il s'agit de productivité. Et donc, il y a une étape annexe, selon moi, et c'est ce que le docteur Eric Thomas évoque beaucoup, et c'est connaître son pourquoi. Alors ça peut paraître bête, et je ne vais pas rentrer dans un discours de motivation, mais la première chose pour être productif et pour réussir à se lever le matin, à accomplir ce que vous voulez accomplir, c'est savoir pourquoi vous le faites. Et encore une fois, si vous savez pourquoi vous le faites, il y a de grandes chances que vous le fassiez mieux ou que vous soyez du moins motivé à le faire. Et ça se ramènera toujours à la cause de pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites, pourquoi est-ce que vous avez envie de faire ce que vous avez envie de faire. Ça, c'est la première étape annexe. Le docteur Eric Thomas a fait de nombreuses vidéos dessus. Je vous conseille de les regarder. Et donc, la première chose, c'est les fondements de la productivité, on va dire, personnelle. Et vous avez dû le voir, vous avez peut-être des amis ou autres, et la productivité, ça varie grandement d'une personne à l'autre. Et la première étape pour améliorer sa capacité à être productif, c'est de comprendre son propre fonctionnement. Ce qu'on voit, c'est que chaque individu possède des périodes de la journée où sa concentration et son efficacité atteignent leur apogée, communément appelés ce qu'on appelle les pics de productivité. Réussir à identifier ces moments optimaux pour soi-même permet d'organiser ses tâches en conséquence, réservant les activités les plus exigeantes pour les périodes de grande concentration. Cette connaissance de soi, elle est fondamentale car elle permet d'adapter son organisation au rythme naturel de son corps et de son esprit, plutôt au contraire que de lutter contre eux et de tenter d'être très productif à des moments où vous ne vous sentez pas bien finalement. Et là, encore une fois, c'est facile à dire lorsque vous êtes travailleur indépendant. Si vous êtes salarié, encore une fois, vous devez vous adapter forcément aux contraintes liées à votre entreprise. D'où l'importance, encore une fois, de réussir à trouver des stratégies compensatoires pour compenser justement ces moments où vous serez potentiellement au travail. Également, l'efficacité au travail, ça nécessite une vision claire des objectifs à atteindre. Ce qu'on voit la plupart du temps, c'est que les personnes hautement productives ont l'habitude de diviser leurs grands objectifs en étapes plus petites et réalisables avec des échéances précises. Souvent d'ailleurs, je crois ce qu'on appelle, et on l'évoque en musculation, les fameux SMART Goals. Cette méthode de fractionnement permet non seulement de rendre les projets
moins intimidant, parce que si vous avez un grand projet que vous ne savez pas comment vous y prendre, ça peut être problématique, mais aussi de mieux répartir son temps et son énergie pour créer le maximum de valeur possible. Et donc, en visualisant l'ensemble des tâches à accomplir et en les décomposant, on évite l'ennemi de la productivité, la procrastination, face à des projets qui paraissent initialement insurmontables. Donc ça, c'est un petit peu la base de la productivité. C'est vous-même, votre fonctionnement, et réussir à savoir, ok, est-ce que vous êtes, par exemple, alors ça peut paraître quelque chose de bête, mais être quelqu'un du matin ou être quelqu'un qui aime travailler le soir. Je connais des personnes qui aiment travailler le soir, même si potentiellement il pourrait y avoir des problèmes un peu plus au niveau du rythme circadien. Je vous conseille de regarder le podcast sur le sommeil. Si vous n'avez pas le choix parce que vous êtes productif à ces moments-là, alors optimisez cela. Il y a plusieurs techniques qui sont connues pour optimiser sa productivité. Et on va parler de ces quelques techniques. On va parler de la méthode Pomodoro, de la loi de Pareto. On va parler de la règle des 2 minutes. Et ça, je pense que c'est ma technique préférée. Et ensuite, une stratégie un peu plus globale. Mais déjà, la méthode la plus connue, Pomodoro, on en pense ce qu'on en pense, mais je dois l'évoquer quand même ici. C'est une technique qui a été développée dans les années 80. Et il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est une des méthodes les plus efficaces pour améliorer concentration et productivité. C'est très simple. Vous travaillez pendant 25 minutes et vous prenez 5 minutes de pause. Une fois que vous avez fait 4 sessions de travail, vous prenez une pause potentiellement plus longue, de 15 à 30 minutes. Cette approche, elle repose du coup sur un découpage du temps qui permet de maintenir une concentration optimale tout en évitant l'épuisement mental. Et elle est particulièrement efficace pour beaucoup de personnes car elle intègre des périodes de repos régulières. Et ça, beaucoup de personnes, tout simplement, aiment prendre 5 minutes pour aller faire un café et boire leur café. Et l'efficacité de la méthode Pomodoro, en fait, elle s'explique par sa capacité à contrer la tendance au multitâche. D'ailleurs, souvent, c'est présenté comme une qualité, mais je pense que ça ne l'est pas spécialement. L'éparpillement entre plusieurs activités simultanées, ça alourdit la charge mentale et ça diminue l'efficacité globale. En se concentrant exclusivement sur une tâche pendant une période définie, on améliore significativement la qualité du travail fourni et on réduit le temps nécessaire à sa réalisation. En fait, cette méthode, ce qui est bien, c'est que vous allez vous obliger, en mettant un timer sur votre bureau ou autre, à travailler 25 minutes sur quelque chose. Le seul inconvénient que je vois à cette méthode, c'est imaginons que vous êtes dans un état où vous êtes très inspiré et vous vous sentez de travailler plus. Est-ce que vous devez obligatoirement prendre cette pause-là? Moi, j'irais dire que non. Et c'est pour ça que, encore une fois, je pense que cette méthode, elle est bien, mais elle est adaptée selon vous. Si vous voyez que vous avez une capacité de travail de peut-être 30 minutes, 35 minutes, j'irai optimiser ce temps-là et prendre 5 minutes seulement après. Donc ça, c'était la première méthode et je pense que c'est une stratégie en fait qui est très simple au début. Et c'est extrêmement simple de déployer cette méthode très rapidement. Là, maintenant, vous pouvez la déployer d'ailleurs. La deuxième chose, et c'est plus une... Alors j'ai envie de dire, c'est une sorte de philosophie, la loi de Pareto, parce que c'est le principe du 80-20. 20% de nos actions génèrent 80% de nos résultats. Et si on l'applique à la productivité, cette règle, elle invite à identifier les activités à fort impact pour y consacrer prioritairement son énergie. Il y a peut-être 20% de vos clients qui représentent 80% de votre chiffre d'affaires. 20% des contenus publiés sur les réseaux sociaux qui peuvent générer 80% de votre engagement. Et encore une fois, vous devez analyser les différentes activités que vous allez faire et mettre votre énergie vers celles qui sont le plus profitables pour vous. Et pour repérer efficacement ces 20% d'actions génératrices de valeur, encore une fois, il faut procéder par domaine d'activité en identifiant, encore une fois, par exemple, les types de clients les plus rentables, les contenus qui suscitent le plus d'intérêt et travailler autour de cela et regarder les statistiques. Et c'est important si vous voulez développer votre contenu, si vous voulez développer votre activité, c'est quelque chose d'essentiel. Et encore une fois, ça permet d'optimiser votre temps. Donc ça, c'est pas une technique pour optimiser sa productivité, mais plus optimiser ses fonctionnements globaux. Ensuite, il y a une autre technique de productivité que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle la règle des 2 minutes. Je crois que ça a été popularisé par David Allen, et ça suggère d'exécuter immédiatement toute tâche nécessitant moins de 2 minutes. Ça permet
d'éviter l'accumulation de tâches petites qui collectivement peuvent devenir écrasantes. Par exemple, l'exemple que j'utilise souvent quand j'en parlais, je ne sais plus, il y a quelques années où je parlais de ça à un de mes clients en coaching, c'est par exemple, demain, vous avez une poubelle de votre cuisine qui est pleine. Est-ce que vous attendez qu'elle déborde? Non, ça prend moins de 2 minutes, vous le faites. La seule chose que j'irais dire par rapport à ça et qui est importante, c'est faites attention que ça ne vienne pas interférer avec d'autres tâches. Si vous utilisez la méthode Pomodoro et que toutes les 2 minutes, vous faites une action qui met moins de 2 minutes, là, c'est un problème. Mais c'est plus dans l'idée, dès que vous pensez à quelque chose, plutôt que de le stocker quelque part, tentez encore une fois de le faire si ça a une durée extrêmement courte. Donc ça, c'était la deuxième technique. Ensuite, et ce qui va être très important, lorsque vous voulez être plus productif, c'est de réussir à prioriser les choses que vous allez faire. Et prioriser les tâches, c'est une des choses les plus importantes. Donc déjà, la première chose que je vous encourage à faire, et ça je le dis dans toutes mes formations et même la formation productivité que j'avais sortie, ne faites pas de to-do list à rallonge, ça ne sert à rien. Je vois de plus en plus de personnes sur les réseaux sociaux qui sont fiers de montrer leur to-do list du jour. Selon moi, c'est absolument contre-productif. Ça ne priorise rien et c'est un amas de choses pour faire semblant de faire des choses. Pour moi, l'important, c'est que vous ayez des projets. Dans ces projets, il y a des tâches et ces tâches sont priorisées. Et peut-être par jour, vous allez vous dire « je dois faire » la tâche la plus importante et le reste des tâches si vous avez le temps. Donc là, ça sera extrêmement important de prioriser ces tâches et de distinguer encore une fois l'urgent. C'est pour ça d'ailleurs que dans la plupart des applications de to-do list, vous pouvez prioriser les tâches en rouge, orange, bleu, suivant encore une fois ce qui est important ou non. Et ça vous permet encore une fois potentiellement d'éliminer, de regrouper des tâches qui le sont beaucoup moins. Donc ça, c'est une des choses extrêmement importantes. Ensuite, quelque chose qui est également extrêmement important, c'est de planifier stratégiquement vos différents projets. Et je pense que si demain vous êtes entrepreneur, vous avez peut-être plusieurs projets. Et le but, c'est pas de... Enfin, je pense souvent que c'est contre-productif de ne travailler que sur une seule chose, parce que vous allez mettre beaucoup d'énergie et quand vous allez vous sentir bloqué, vous n'allez pas savoir quoi faire. Mais c'est d'allouer des périodes de temps dans votre journée, en fonction des projets, du plus important au moins important, et de tenter d'améliorer certains points de chaque projet, un petit peu chaque jour ou tous les 2 jours, pour encore une fois continuer d'avancer sans cesse vers cela. Vous avez des outils de gestion de projet dont on va parler un petit peu après, mais je pense que c'est quelque chose de très bien. Un troisième point extrêmement important, c'est l'art de dire non et de protéger son temps. Et l'une des compétences les plus sous-estimées en matière de productivité, c'est la capacité à refuser certaines sollicitations. Face à de nouvelles opportunités ou de demandes, l'enthousiasme, encore une fois, ça peut conduire à un surchargement de votre calendrier. Et ça nuit, encore une fois, à la qualité de votre travail et à ce qui est essentiel. Et apprendre à dire non, ça représente un défi personnel pour beaucoup, mais encore une fois, c'est nécessaire pour préserver du temps pour vos activités. Et cette protection du temps, elle passe également par l'établissement de plages dédiées au travail profond sans interruption. C'est par exemple, je crois que c'est le patron d'Asana qui avait instauré ça, c'est le No Meetings Wednesday, et ça permet encore une fois, lui c'était pour permettre à ses équipes de s'immerger dans des projets demandant une grande concentration. Et c'est peut-être des jours où vous allez avoir moins d'interactions. Par exemple, ce que j'essaye de faire pour vous donner un exemple pratique, la plupart des appels que j'ai, je ne les mets que le jeudi et le dimanche. Ça me laisse des jours où j'ai aucun appel et je peux me concentrer sur le coaching, la création de formation, la création de contenu. Ce podcast, par exemple. Je tourne d'ailleurs ce podcast un lundi, qui est un des jours où je n'ai pas d'appel. Une autre stratégie, encore une fois, ça sera les habitudes. Et vous voyez beaucoup de personnes qui parlent de leur morning routine. Est-ce que vous devez avoir une morning routine? Non, mais je pense que la manière dont vous commencez la journée, ça influence considérablement votre niveau de productivité et d'énergie. Par exemple, consulter son téléphone dès le réveil, je ne pense pas que ça soit la meilleure chose à faire.
utilisez peut-être un réveil classique ou un réveil sur votre montre et commencez votre journée par quelque chose qui vous sera un petit peu plus bénéfique. Ça pourrait par exemple être lire ou prendre quelques minutes. Je sais que certaines personnes font du yoga, prennent le temps de se reconnecter à leur corps, font des étirements. Et ça peut, je pense, avoir un impact significatif sur votre bien-être. Et ensuite, il y avait on a parlé tout au début de moments où vous êtes plus productif. Et il y a des personnes qui ont du mal à se lever tôt, mais je pense que se lever tôt, ça offre des avantages. Parce qu'encore une fois, si vous vous levez tôt, vous avez potentiellement des moments où vous avez moins de sollicitations, parce que vous allez moins recevoir de messages de personnes. Mais encore une fois, vous devez vous adapter à votre, on va dire, chronotype personnel. Et la dernière chose extrêmement importante pour améliorer du coup sa gestion du temps et sa productivité, c'est de tenter de minimiser les distractions. Et donc, encore une fois, éviter les interruptions, ça implique d'identifier et d'éliminer proactivement les sources de perturbation, notamment en désactivant les notifications de votre téléphone, de votre ordinateur. Ça peut sembler contraignant, mais c'est essentiel pour maintenir un état de concentration profond. Et on a une pratique que je trouve être une des meilleures pratiques de la productivité, c'est ce qu'on appelle le deep work, travail profond. Et c'est une bonne approche pour développer sa capacité de concentration. C'est s'immerger complètement dans une tâche complexe, sans distraction, pendant cette fois-ci des périodes étendues. Des périodes étendues, c'est des périodes par exemple de 3 heures. 3 heures que vous pourrez répartir en 3 blocs de 50 minutes et 3 fois 10 minutes de pause. Et là, je pense que ça peut être potentiellement efficace. Donc ça, c'était un petit conseil pour améliorer votre productivité globale. Mais ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est comment réussir à se concentrer sur ces tâches. Parce que là, on parle de, dans l'idée, il faut faire des blocs de temps. Dans l'idée, il faut ne pas avoir de notification. Mais comment est-ce qu'on se concentre? Et ça, je vais vous le dire après avoir bu un petit peu d'eau. Et vous le savez, vous avez de nombreuses sollicitations. Donc déjà, la chose principale, c'est de comprendre, encore une fois, les mécanismes de la concentration. Et ce qu'il faut se dire, c'est que la concentration, ça, c'est pas vraiment une compétence fixe, mais c'est plutôt une capacité cognitive qu'on peut développer et renforcer par la pratique. Ça implique l'activation de plusieurs régions cérébrales, notamment le cortex préfrontal, responsable, encore une fois, de la prise de décision. Et lorsqu'on se concentre sur une tâche spécifique, notre cerveau il filtre activement les stimuli non pertinents pour diriger nos ressources mentales vers l'objectif prioritaire. Et cette capacité de filtrage, elle est fondamentale, mais on se trouve constamment mis à l'épreuve dans notre environnement riche en distractions. Ce qu'on voit, potentiellement, qui peut aider, c'est la méditation de pleine conscience, car ça renforce les connexions entre différentes régions du cerveau. Et ça améliore notre capacité d'attention. Et ce qu'on voit, c'est que cette pratique régulière, ça peut transformer durablement notre aptitude à maintenir notre concentration. Donc ça, c'est les fondements, on va dire, un peu plus neurologiques. Ensuite, on a des obstacles, forcément, à notre concentration. Je pense que les obstacles sont notamment les appareils électroniques, notre téléphone et ces choses-là. Donc, ça va l'impacter, c'est la première chose. La deuxième chose qui peut impacter la concentration, je pense que c'est également le sommeil, une nutrition inadéquate, du stress ou un manque d'activité physique. Donc déjà, si vous êtes là, c'est que vous pratiquez probablement la musculation et que vous faites probablement attention à votre nutrition. Donc continuez comme ça parce que ça peut vous être bénéfique. Concernant les techniques pour gérer la concentration, on a la méthode Pomodoro, oui, ça on l'a déjà vu avant. Et du coup, par rapport au deep work, comme je l'ai évoqué, c'est des périodes plus longues avec potentiellement des temps de repos également entre chaque période. Et ce que je vous conseille lorsque vous avez des blocs de deep work, c'est de les mettre dans votre agenda et d'en faire des événements non négociables et tenter chaque jour, ou tous les 2 jours, ou chaque semaine du moins, d'avoir des blocs de deep work qui sont toujours aux mêmes heures. Par exemple, tous les lundis de 9h à 12h, vous avez un bloc de deep work. C'est un exemple. Pourquoi? Car ça va renforcer votre habitude au fur et à mesure du temps vers ce bloc-là. Et une autre technique également, c'est tout simplement avoir un bon environnement pour travailler. Un bon environnement pour travailler, c'est un environnement
où vous n'avez pas de désordre visuel. Donc votre bureau, il est rangé, il y a peut-être que l'ordinateur dessus, ou vous avez un éclairage qui est adéquat, évitez peut-être de travailler dans le noir, essayez de travailler à la lumière naturelle, si c'est possible, car ça affecte tout simplement votre niveau d'éveil et également votre téléphone rangé dans une autre pièce. Potentiellement, c'est si vous avez vraiment du mal à vous concentrer. Faites ça. Qu'est-ce que vous perdez à mettre votre téléphone dans une autre pièce? Faites-le, je pense que ça peut être important. Et ça, ça fait partie des distractions technologiques. Donc, le téléphone dans un tiroir fermé ou dans une autre pièce, et juste faire ça, cette simple action physique, ça crée une barrière psychologique qui réduit significativement la tentation de consulter constamment votre appareil. Et également, si vous n'en avez pas besoin, une des choses qui peut être bien, alors après c'est rare, désactivez totalement Internet, mettez-vous en mode avion. Mais par exemple, si vous faites un travail d'écriture, je pense que ça peut être intéressant. Je crois également que c'est Alex Hormozy, qui est un entrepreneur connu pour les personnes qui ne le connaissent pas, qui expliquait que lui, il travaille dans une pièce totalement noire, fermée, où il n'a pas même de distraction visuelle, car il ne peut regarder nulle part. Il ne peut pas regarder par la fenêtre, par exemple. Je pense que ça peut être intéressant, même si je vois des bénéfices à avoir une lumière du jour. Là, par exemple, quand je suis en train de tourner ce podcast, si vous le voyez, j'ai pas de distraction visuelle, ou du moins très peu, à part la personne à la droite qui fait le switch des caméras, et j'ai une lumière qui est très brillante, mais je ne pourrais pas travailler dans cet environnement. Et donc, comme je l'ai dit juste avant, ce qui peut également être efficace pour améliorer cette capacité de concentration, c'est pratiquer la méditation, la pleine conscience. Et la méditation, en réalité, ça constitue l'un des outils les plus puissants pour développer sa capacité de concentration. Parce qu'encore une fois, ce qu'on voit dans la recherche, c'est que ça permet de maintenir l'attention. Et ce qu'on voit, c'est ce qui peut être efficace, c'est la méditation qui est focalisée sur la respiration et également la visualisation, par exemple, d'une image simple. Pour vous donner un exemple, vous imaginez un triangle pendant 1 minute et c'est un bon entraînement pour apprendre à se concentrer. Et l'objectif, c'est de maintenir cette image le plus nettement possible dans votre esprit. Et cet exercice, il développe votre capacité à maintenir une attention soutenue sur un objectif mental unique. Compétence directement transférable à vos tâches professionnelles. Et donc, justement, la pleine conscience, vous pouvez l'intégrer dans votre quotidien professionnel. Parce qu'encore une fois, au-delà des séances formelles de méditation, la pleine conscience, ça peut s'intégrer dans votre journée de travail. Vous pouvez avoir des pauses conscientes entre les tâches. Ça permet de réinitialiser votre attention. Plutôt, encore une fois, consulter vos réseaux sociaux. Vous pouvez tout simplement ne rien faire entre chaque tâche. Et également, la méditation en marchant, ça offre une alternative intéressante, particulièrement adaptée aux personnes qui trouvent difficile de rester immobile ou si, par exemple, vous devez faire des pas au cours de la journée, parce que cette pratique, ça consiste tout simplement à porter une attention particulière délibérée aux sensations physiques associées à chaque pas. Et ça crée un ancrage pour maintenir l'esprit dans le moment présent. Donc demain, vous pourriez très bien aller marcher sans rien écouter en vous concentrant sur votre marche, tout simplement. Une autre stratégie qui peut vous aider également lorsqu'il s'agit d'améliorer votre concentration sur des tâches importantes, c'est la visualisation, c'est comme je l'ai dit au début, des objectifs clairs. La clarté des objectifs, ça s'avère crucial pour optimiser les performances de notre cerveau. Face à une tâche importante, il est essentiel de définir précisément ce que l'on cherche à accomplir. Fixez-vous des buts clairs et atteignables, visualisez-les mentalement, et cette représentation imagée facilite votre concentration et ça mobilise vos ressources mentales vers l'accomplissement de l'objectif. Et également décomposer les tâches complexes en étapes plus petites et concrètes. Si vous vous dites demain, je dois avancer sur X projet, c'est beaucoup trop vague pour mobiliser efficacement votre attention. Mais si par exemple, vous évoquez rédiger l'introduction du rapport Y, là encore une fois, c'est quelque chose de bien plus applicable. Donc, ça, c'est très important. Et ensuite, et la dernière chose dont j'aimerais parler, c'est potentiellement les rituels pour bien se concentrer. Les rituels, c'est encore une fois des puissants outils psychologiques pour conditionner notre esprit à rentrer dans un état de concentration profonde. Par exemple, développer un rituel de démarrage qui signale à votre cerveau qu'il est temps de se concentrer.
Ça peut être aussi simple que de préparer une tasse de thé, de préparer un café, de mettre des écouteurs, de ranger votre espace de travail. Ça peut être quelque chose de bien. Et préparez mentalement votre journée de travail dès la veille en identifiant vos priorités. Moi, ce que j'aime faire, c'est la veille au soir, j'aime prioriser les choses du lendemain plutôt que de tout faire le lendemain lorsque vous vous réveillez. Parce qu'encore une fois, ça va également, et le bénéfice de planifier la veille, c'est que ça réduit l'incertitude et ça évite de disperser votre énergie au début d'une journée. Donc voilà les conseils que j'avais lorsqu'il s'agit de prioriser et se concentrer sur ses tâches, des fondements de la productivité. Maintenant, je vais parler des outils que j'utilise en priorité, puis ensuite, je vais parler des livres que je recommande. Alors, quels sont les outils que j'utilise lorsqu'il s'agit de ma productivité? Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs intérêts d'avoir plusieurs outils, mais essayez d'avoir un outil qui fonctionne pour vous. Ce qu'on appelle souvent un PKM, Personal Knowledge Management, ce qui va vous permettre de gérer vos connaissances personnelles. Et pour cela, pour la gestion de mes connaissances personnelles, également pour l'avancée de mes projets, pour, par exemple, prendre les notes de mes podcasts, pour prendre des notes de livres, peu importe, j'utilise Tana. Alors, je sais qu'en français, le mot fait souvent sourire, T-A-N-A, et c'est un logiciel de prise de notes qui vous permet de catégoriser toutes vos notes grâce à ce qu'ils appellent des super tags. C'est des sortes de hashtags pour catégoriser des grands thèmes. Ça, en fait, ça vous permet de ne jamais perdre l'information. J'apprécie énormément Tana depuis que je l'utilise. Je dirais que la prise en main n'est peut-être pas la plus facile au début, mais une fois que vous savez l'utiliser, c'est selon moi un des logiciels qui commencera réellement à se développer dans les années futures et qui est extrêmement, extrêmement bien. Donc j'utilise Tana pour absolument tout lorsqu'il s'agit de mes publications Instagram, de ces choses-là. Je trouve ça extrêmement bien. Également, ça permet de prendre des notes lorsque vous allez faire un meeting. Et donc ça, c'est également plutôt sympa. Donc, Tana, c'est le premier outil que j'utilise. Le deuxième outil que j'utilise, c'est tout simplement Akiflow. Akiflow, c'est mon agenda depuis plusieurs années. Ça fait 2 ans que j'utilise Akiflow. La particularité d'Akiflow, c'est que ça permet de regrouper vos tâches, que vous allez pouvoir prioriser du coup, et c'est important, votre agenda, faire du time blocking et également envoyer des liens. Ça vous permet d'envoyer des liens aux personnes lorsque notamment vous voulez faire des appels. Donc Akiflow, selon moi, c'est le meilleur agenda que j'ai trouvé. J'ai essayé de nombreux autres agendas. J'ai essayé Morgen, j'ai essayé Amy, le classique Google Calendar, mais je n'ai jamais rien trouvé d'aussi bien qu'Akiflow, donc j'ai maintenu Akiflow. Et le troisième vrai outil que j'utilise pour la productivité, alors il y en a 2. Enfin, ça dépend du coup vraiment de ce que je veux faire, mais j'essaye de pas trop éparpiller. C'est lorsque j'ai des projets et que je veux une visualisation qui est, on va dire, comme une carte mentale, avec des blocs différents, que je lis ça avec des flèches, j'utilise Heptabase ou Screental, sachant que Heptabase se développe de plus en plus, a de plus en plus de fonctions. Heptabase, c'est devenu un vrai logiciel pour justement le management de vos connaissances personnelles. Alors, je ne me vois pas switcher de Tana à Heptabase, mais ce qui est bien avec Heptabase, comme avec Screental, comme avec Tana, c'est qu'encore une fois, ça permet de remettre dans le contexte vos informations. Ça permet de savoir quand vous avez écrit ces choses, les liens qu'il y a avec. Et ce sont les 3 outils principaux que j'utilise. On va me demander, oui, mais est-ce que tu utilises Notion? J'utilise Notion surtout pour lier d'autres choses et des bases de données, mais je n'utilise pas vraiment Notion pour ma productivité personnelle. Je l'utilisais il y a quelques années. J'ai fait de nombreuses formations Notion que je trouve plus ou moins bien, mais je trouve que le problème avec Notion, c'est que ça vous encourage à faire de nombreuses autres choses, car il y a beaucoup trop de fonctions. Et donc, si vous avez du mal à vous concentrer de base, vous aurez du mal à être extrêmement productif avec Notion. Mais ça, ce sont les logiciels que j'utilise au quotidien. Pour tout vous dire, donc, vous avez mes 3 logiciels préférés. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs où je parle de Tana, si ça vous intéresse. La vidéo doit s'appeler « Ce logiciel qui me rend plus productif ». C'est une vidéo relativement récente par rapport au moment où je sors ce podcast.
Et la dernière chose, ce sont les livres que je recommande lorsqu'il s'agit de productivité. Et je vais vous donner 3 livres. Alors, j'ai lu les 3 cette année. Alors, non, fin d'année dernière et cette année. Le premier livre que je vous recommande de lire, et en fait, il est disponible en français. Et surtout, au-delà d'être disponible en français, il est relativement simple d'accès et c'est très simple et applicable. C'est le livre du youtubeur Dr Ali Abdaal, Feel Good Productivity. Et c'est, je pense, un des livres les plus simples d'accès lorsqu'il s'agit de productivité, avec des choses simples à mettre en pratique. Et je trouve qu'il donne énormément de bons conseils. Et ensuite, les 2 autres livres, c'est des livres que j'ai trouvés extrêmement intéressants. C'est le Building a Second Brain, Construire un second cerveau, de Tiago Forte, qui est l'expert mondial ou un des experts mondiaux sur la productivité, et la méthode PARA de Tiago Forte. Donc, dans l'ordre, je vous conseille de lire Construire un second cerveau, et ensuite la méthode PARA. La méthode PARA, le but de la méthode PARA, c'est de simplifier votre organisation digitale. Et donc, selon Tiago Forte, la méthode PARA, encore une fois, ça vous permettrait d'être plus productif, tout simplement parce que vous allez trier toutes les choses de votre vie en 4 catégories: projet, area, ressources, archives. Cette méthode extrêmement efficace pour tout trier. Donc voilà, la fin de ce podcast déjà sur la productivité. J'ai essayé de faire un format court, je vois que ça plaît à certaines personnes, et surtout, pour un sujet comme celui-là, je pense qu'il y a énormément de choses à dire, mais le but c'est, lorsqu'il s'agit de productivité, de regarder le moins de contenu productivité possible. C'est si vous avez le temps de regarder des vidéos de 2 heures sur la productivité, c'est sûrement que vous n'êtes pas productif. Donc, si on doit conclure, trouvez quelque chose qui vous convient, que ce soit la méthode Pomodoro ou du Deep Worker, c'est ce qui marche en priorité. Trouvez des outils qui vous conviennent. Il y a des dizaines et des dizaines et des centaines d'outils. Moi, je vous ai évoqué 3 outils que j'utilise. Mettez ça en pratique et j'espère que ce podcast vous aura plu. Et lisez des livres. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast.